Le réseau américain CNN, comme on l'a dit, a fait l'éloge du tourisme en Égypte et récemment on vient de récupérer le sarcophage vert qui a été déposé auprès du ministère du Tourisme sous le parrainage du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Antoine Bardadi, guide touristique. Monsieur Antoine Bardadi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bonne nouvelle année pour vous et pour tous les téléspectateurs. Merci pareillement. Tout d'abord, l'Égypte a été choisie parmi les destinations touristiques les plus attrayantes et un réseau comme le réseau de CNN a fait l'éloge des attractions touristiques en Égypte. À votre avis, en quoi réside le redressement touristique survenu suite à la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça s'est passé beaucoup de choses. Bon, déjà l'Égypte, c'est un pays qui donne toujours envie. J'ai pas vu dans ma vie un touriste qui m'a pas dit qu'il avait tout le temps envie de venir en Égypte. Donc il y a toujours, en général, les gens qui ont l'habitude de voyager, ils ont toujours un projet d'aller en Égypte. S'ils l'ont pas visité, d'aller en Égypte un jour. Mais bon, comme les années précédentes, on avait quelques handicaps quand même, qui ne faisaient pas que le tourisme fonctionne de façon normale. Depuis ces événements dans le pays, et puis la pandémie. Donc là, beaucoup de gens avaient planifié d'aller en Égypte, mais ils remettaient pour plus tard, et puis maintenant c'est le bon moment, il y a tous les raisons, il y a toutes les circonstances qui permettent de venir visiter l'Égypte dans de bonnes conditions. En plus, bien évidemment, la publicité qui a été faite un peu partout, l'image de l'Égypte qui est très appréciable dans la majorité des pays du monde, des événements qui ont eu lieu dans le pays, comme la Pharadonie des déplacements des momies, comme l'élection de la Négociation à Luxembourg, et bien évidemment, il ne faut pas oublier le COP27 récemment qui a été une grande réussite. Tous les grands événements qui ont été faits avec les ornements, les grandes entreprises, tout ça s'ajoute et ça s'ajoute, bien sûr. Est-ce que le désert ou les déserts comme le désert noir, le désert blanc, le camping ces activités-là de safari et de camping ont repris? Ont repris, oui, peut-être pas partout. C'est pas qu'il y a des interdictions ou des mesures prises dans le pays, mais peut-être on n'a pas encore donné la grande confiance pour ce type de... On n'a pas travaillé beaucoup pour faire bien plus pour ce type de tourisme. Je sais que les oasis à l'ouest sont ouvertes, l'oasis Siwa est très visitée, Dakhla, etc. Pardon. On visite, c'est-à-dire il manque le côté safari maintenant, il manque un peu le côté qui fonctionne, mais pas comme il le faut. Le côté vraiment traverser le désert avec des 4x4, faire du trekking dans le désert ou passer la nuit à la Belle Étoile. Et ça, de toute façon, c'est un tourisme que malheureusement, nous l'avons pas beaucoup développé. Il a fallu travailler plus sur ce type de tourisme, qu'on a des faits possibles, effectivement, et on peut être un peu très attractif dans ce domaine, mais à côté du tourisme balnéaire et le tourisme culturel et les autres types de tourisme, peut-être on l'oublie un peu. Malheureusement. Oui. L'Égypte a récupéré le sarcophage vert auprès des États-Unis. Quelle est l'histoire de ce sarcophage vert? Le sarcophage en lui-même, on ne sait pas trop d'où il est venu. On pense qu'il vient de la Moyenne Égypte, il serait de période tardive. Ça a été volé du pays, c'est un sarcophage, c'est juste un couvercle d'un sarcophage. Le sarcophage lui-même, on ne sait pas exactement la base, elle est où. Donc je pense qu'ils sont en train d'étudier, voir un peu comment il est parti. Il vient d'où exactement, c'est où le tombeau. Mais bon, d'après ce qui a été annoncé par le Dr Moustapha Ouazziri, que c'est un sarcophage qui est de période tardive,
27e, 28e, 29e dynastie, et que probablement il a été retrouvé dans la région de la Moyenne-Égypte, là, le style de ce sarcophage, le style-là qu'il y a dessus. Oui. Comment évaluez-vous le mouvement touristique à l'heure actuelle? C'est une saison, c'est la fin de l'année, c'est Noël. Comment peut-on évaluer le mouvement touristique, que ce soit au niveau du tourisme interne ou externe? Cette année, c'est vrai que ça marche très 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 bien. C'est une saison vraiment remarquable. Je pense que cette année, on va faire des records. Vu le monde qui a visité l'Égypte dans les derniers mois, depuis que le pays s'est ouvert et les choses sont revenues de façon normale après la pandémie, cette année, je pense que l'Égypte est en train de faire des records, aussi bien pour le tourisme étranger que pour le tourisme interne. On a connu des semaines de Noël et de réveillon et de nouvelle année archi plein. On a connu les vacances de tout ça en fin octobre, début novembre. Il y avait un monde fou. Donc je pense que cette année, on va faire un nouveau chiffre qu'on n'avait jamais fait avant, si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison du printemps. Donc c'est une saison très promettante. À nous de suivre maintenant, à nous de suivre, d'améliorer les services, à agrandir l'infrastructure pour absorber plus, à revoir un peu tous les hôtels fermés, les bateaux qui ne fonctionnent pas. Parce que vraiment, on aura besoin. On aura besoin. Là, tellement il y a eu du monde, on a senti quand même qu'il y a un manque quand même de chambres d'hôtel, on a un manque d'infrastructures, de bus, etc. Donc il faut qu'on suive parallèlement. Mais donc, pour la saison, c'est une saison très promettante et qui est très bonne. Et je pense qu'on fera un record. Oui, parlons un petit peu des prix. Nous savons qu'il y a une crise mondiale, une inflation, une hausse exorbitante de prix, que ce soit à l'échelle locale ou l'échelle internationale. Dans quelle mesure ceci risque d'affecter le mouvement du tourisme? Ça, c'est une grande question. Bon, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vu un impact. Et puis aussi, ça dépend d'un pays à un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser sur tous les pays du monde. Il y a des pays qui sentent un peu la vague d'inflation, il y a des pays qui ne la sentent pas du tout. Donc là-dessus, on n'a pas vu vraiment d'impact sur le tourisme égyptien. Mais bon, si ça va continuer, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, personne ne peut le dire. Mais de toute façon, nous, comme destination, nos grands visiteurs, effectivement, c'est les pays de l'Occident. Il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de l'Amérique latine et Amérique du Sud. Donc, jusqu'à maintenant, cette couche de la société qui voyage, etc., bon, ils ne sont pas très influencés apparemment, et il n'y a pas de problème. Le problème sera peut-être plus tard, on ne sait pas. Personne ne sait, vous savez, dans le monde, à quoi ça va venir. Mais, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que même le marché chinois, il va ouvrir bientôt, et les Chinois, ils seront capables de voyager de nouveau. Alors ça fait un potentiel pas possible sur le tourisme mondial. Vu leur nombre, et c'est des grands voyageurs, et ça fait quelques années qu'ils n'ont pas voyagé. Donc voilà, vous voyez, le marché, il se rééquilibre selon les nationalités et les. Oui. On a eu la COP27 et le monde entier s'occupe et démontre un intérêt important à la question environnementale et à l'émission de gaz à effet de serre, à la pollution. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles restrictions sur les vols, les avions et les carburants? Il parle de ça, mais vous savez, une telle décision, bon, l'aérien, c'est une industrie énorme dans le monde. C'est pas du tout évident de prendre des décisions comme ça. Il faut faire vraiment un dialogue mondial là-dessus, il faut voir le côté économique de tout ça. C'est vrai qu'on parle de ça, mais je ne crois pas que ça sera fait demain, de toute façon. Mais par contre, nous, en Égypte, avec ce potentiel de tourisme, il faut aussi qu'on fait très attention à l'environnement. Il ne faut pas qu'on soit un peu content et heureux d'avoir beaucoup de touristes et
puis d'un autre côté, laisser un côté négatif d'influencer sur le pays. C'est vrai que nous prenons beaucoup de mesures, mais il faut avoir contrôle quand même. Oui. Qu'en est-il en ce qui concerne le chemin de la Sainte Famille? Nous savons que ce chemin a une importance religieuse et une importance touristique en même temps, et les points sont en voie de restauration. Est-ce que les travaux ont été accomplis ou est-ce qu'il y a encore des travaux à faire? Non, pas partout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des choses se sont beaucoup améliorées, mais il y a encore à faire, ça c'est sûr. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. Si on veut vraiment continuer le développement, il y a toujours quelque chose à faire. Mais il est vrai que ce type de voyage, ce type de pèlerinage, ça a beaucoup d'écho de plus en plus dans le monde. C'est un tourisme très important, le tourisme de pèlerinage qui est en train de se développer. Donc oui, ça va bien, ça donne enfin le résultat qu'on aurait estimé dans les années 2016 et 2018. Mais bien sûr, oui, il y a à faire encore, ça c'est sûr. Pas partout, mais il y a des endroits quand même qui n'étaient pas du tout faits pour accueillir des touristes. Donc il a fallu commencer à zéro. Vous voyez, mais ça va bien et ça avance. Oui. Nous savons qu'il s'agit de 25 points. Quels sont les points les plus importants concernant ce chemin? Bon, les points les plus importants, bien évidemment, il y a le Caire avec plusieurs points dedans. L'Arbre de Marie, donc à Matreya, l'église de la Sainte Famille à Rostov, l'église, bien évidemment, la plus importante, l'église Saint-Serge au Kharkiv, l'église de Mahadi au bord du Nil, donc à Mahadi. Et puis, bien sûr, il y a le monastère Mohammed à Siout. Il y a l'église Gabaleter à Migné, à Kousseya, à Samalou, pardon. Et puis, il y a les monastères de Wadi Gatrou. Ça fait partie des lieux où ils ont passé. Après ça, il y a quelques points qui sont en Moyenne-Égypte, comme Hermopolis, etc. Hermopolis, c'est un site déjà qui était beaucoup visité pour les monuments pharaoniques qu'il y a là-bas, de l'Égypte ancienne. Mais il reste après ça quelques points dans le delta. C'est là qu'il y a plus d'efforts à faire, comme la région de Pelusium à l'est d'Abu Saïd, comme la région de Safa dans le delta, etc. Mais il est vrai que les points principaux sont visités, sont visitables. Il y a de l'infrastructure autour, surtout les points au Caire qui sont les plus importants. Oui. Est-ce que pour que le pèlerinage soit accompli, les pèlerins doivent visiter les 25 points ou est-ce qu'il y a des points en particulier qui doivent être visités comme passage? Non, bien sûr, ils ne doivent pas visiter les 25 points parce que les 25 points, il y a beaucoup de ces points, c'était juste un passage et qu'on connaît qu'ils sont passés par des manuscrits anciennes. Mais il y a les lieux les plus importants, bien sûr. Avant tout, c'est le monastère Mohammed à Assoul, parce que vous savez, les points surtout qui accomplissent une prophétie qui est dans l'Ancien Testament ou une prophétie qui est dans le Nouveau Testament. Donc il y a le site de Mohammed à Assoul, il y a Gabarité à Vigné, il y a le Doronka aussi à Assoul, et puis bien sûr il y a le Caire, Saint-Serge, c'est un des lieux où ils ont passé un bon moment. On va dire qu'il y a une dizaine de points qui sont vraiment importants pour faire le pèlerinage. Mais de toute façon, la globalité, c'est les 25. Oui. Parlons ou évoquant le côté spirituel, on ne peut ne pas penser à la ville de Sainte-Catherine, là où il y a une grande spiritualité et des travaux, je ne vais pas dire de réaménagement, mais une restructuration de la ville a été envisagée. Où en sommes-nous quant à ces travaux de renouvellement de la ville de Sainte-Catherine? Ça marche. On est encore en cours de refaire, en cours de construire un grand hôtel, un centre de culte,
on va dire ça comme ça. On est en train de revoir un peu les hôtels qu'il y a là-bas. Vous savez, c'est vraiment c'est une région très, très, très importante et malheureusement, on n'a pas vraiment fait un plan pour la bien développer. Il y a très peu d'hôtels là-bas qui sont dans un état quand même pas très bon. C'est des petits hôtels. Vu aussi la distance, c'était pas du tout évident de les garder dans ces bonnes conditions et tout ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a l'aéroport de Sainte-Catherine. Moi je me rappelle, étant jeune, on allait à Sainte-Catherine en avion. C'est un petit aéroport où on pouvait atterrir avec des petits avions de Jupiter. Cet aéroport il est fermé. Alors ça, si on arrive à le réouvrir, alors là, ça va faciliter beaucoup la chose. Effectivement, il faut des hôtels de bons services et de bonne catégorie, tout en gardant bien sûr l'aspect spirituel du lieu. Parce que vous savez que Sainte-Catherine en elle-même, toute la région, c'est une réserve naturelle, avec ses montagnes, avec la vie naturelle qu'il y a dedans, les oiseaux, les animaux, les montagnes, le tout. Donc, à part que c'est un lieu spirituel important, très très important pour toutes les religions, c'est aussi une réserve naturelle. Donc, vous savez, c'est un peu très sensible le travail là-bas pour effectivement garder le côté spirituel du lieu et protéger le côté environnement. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je crois que ça, c'est un site qui va avoir beaucoup de succès et beaucoup de réputation dans les années qui viennent. Ça, c'est une des destinations. Et l'avantage de Sainte-Catherine, c'est que l'accès peut être pas seulement de l'Égypte, mais il y aura des pèlerins qui viendront d'Israël, d'autres qui viendront de la Jordanie. Vous savez, parce que souvent, ce qu'ils vont à Sainte-Catherine parmi les touristes qui visitent l'Égypte, ça fait partie de tout un pèlerinage sur les pas de Moïse, et puis l'Exode, et puis le monastère Sainte-Catherine en lui-même et le mont Moïse. Et puis après ça, ils continuent leur pèlerinage, traversant le Golfe Aqaba pour aller en Jordanie, et puis pèlerinage dans les lieux saints en Israël. Donc ça complète effectivement un circuit avec collaboration des pays à côté. Alors je pense que ça c'est un site qui a beaucoup d'avenir dans le domaine du tourisme religieux. Monsieur Antoine Bordadi, vous êtes guide touristique. Merci pour votre intervention. Sur ce, reste à vous remercier pour votre attention et reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et bonne continuation sur Nile TV International. Merci et à la prochaine.